Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir comme invité Claudie Siard, un animateur connu et reconnu de couleurs tropicales que tout le monde connaît. Claudie Siard, affaires culturelles, est très heureuse de vous avoir aujourd'hui. Bonjour. Merci et je suis là, je vais m'exprimer devant ma consoeur, mes confrères, donc des journalistes qui ont décidé de prendre une partie de leur destin en main. C'est très gentil. Alors aujourd'hui, vous êtes à Dakar dans le cadre du Dakar Music Expo. Ouais. Comment vous trouvez déjà cette initiative mise en place par des Sénégalais et qui grandit depuis quelques années? Cette initiative pour moi est primordiale. Dans un monde globalisé, dit-on, dans une mondialisation. Pour moi, il n'y a pas réellement de mondialisation. Pour l'instant, c'est une occidentalisation du monde. Et dans ce monde-là, eh bien, nous ne sommes que peu de choses. Ne sont importantes que que les matières premières de certains pays, que nos territoires à convoiter, encore et encore, comme s'ils ne l'avaient pas suffisamment été par le passé. Et, et de nous, on dit ce que l'on veut, et je suis dans la négativité, hein, c'est-à-dire de propos négatifs. Et donc, pour moi, le DMX, c'est vraiment un instant important où des femmes et des hommes réfléchissent à comment poursuivre, aider les créateurs, mais surtout comment exister dans ce monde finalement dominé par les grandes sociétés occidentales, dans le monde de la culture, par les grands médias occidentaux, par les multinationales occidentales qui commercialisent de la musique ou qui sont autour des créateurs. Comment est-ce que l'on existe dans ce monde-là et comment est-ce que l'on ne perd pas son identité? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Les artistes sont là, ils créent lorsqu'ils sont seuls dans leur maison, dans leur chambre ou qu'importe, ou au bord d'une plage. Et puis, ils ont besoin d'avoir autour d'eux des gens qui connaissent tous les rudiments des métiers de la musique. Et s'ils ils sont défaillants à ce niveau-là, que se passe-t-il? La nature ayant horreur du vide, d'autres viennent prendre la place. Et aujourd'hui, on voit bien sur le continent que les deux grandes majeures compagnies, Universal et Sony Music, moi je n'ai rien contre ces majeures compagnies, mais elles viennent, elles s'installent et elles n'ont pas de concurrence. Et elles n'ont pas de concurrence venant de fils et de filles du continent. Donc pour moi, le DMX, il nous permet de réfléchir au rôle des encadrants dans le monde de la musique, et surtout aux différentes structures qu'il faut mettre en place. Alors il y a individuellement avoir des femmes et des hommes performants dans leur domaine, et puis comment est-ce que l'on crée du réseau, comment est-ce que l'on contrôle notre marché musical. Parce que c'est bien de cela, encore une fois, qu'il s'agit, c'est le contrôle de notre marché musical pour que dans 10 ans, nos musiques ne soient pas juste des musiques Kleenex, juste à commercialiser parce que formatées par les grandes major compagnies. Dans nos cultures musicales, il y a nos identités, il y a ce que nous sommes, il y a l'estime de soi, il y a tout ça. Donc si on ne réfléchit pas à comment commercialiser de la façon dont on veut voir commercialiser nos œuvres, on n'y arrive pas. Voilà. J'étais un petit peu long, mais pour moi c'est très important. Le DMX, ce sont ces deux volets-là. Il y a les prestations des artistes et il y a réfléchissons pour aujourd'hui et pour demain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait être fait? Peut-être pour contrer, entre guillemets, ces majors-là. Parce qu'on voit qu'en Afrique, il n'y a pas de grandes initiatives qui pourraient peut-être porter, de grandes initiatives mises en place et qui pourraient porter des artistes. Est-ce que ce serait le rôle de ces artistes-là, connus et reconnus, qui ont déjà un réseau, je vais citer peut-être au Sénégal, Baba Mal ou Youssou N'Dour, d'essayer de monter quelque chose et de donner la main aux petits, et que peut-être d'autres pourraient le faire dans leur pays respectifs, et qu'à un moment, ils se mettent ensemble pour pouvoir créer des choses? Youssou N'Dour, il l'a fait avec Jololi. Oui, et Jololi n'existe plus. N'existe plus. Mais justement, ce qui s'est passé au Sénégal avec les maisons de disques importantes du pays qui ont disparu, c'est la même chose en Côte d'Ivoire, c'est la même chose au Cameroun, c'est la même chose à Kinshasa. C'est-à-dire qu'elles ont disparu, elles se sont laissées manger, ou parfois peut-être parce qu'ils n'ont pas su prendre le virage du digital, probablement. Mais les major compagnies qui ont souffert aussi, en Europe, un peu partout, elles ont souffert. Mais elles ont su, finalement, parce qu'elles avaient des moyens colossaux, elles ont su se réinventer et prendre le contrôle de marché qu'elles ne détenaient pas jusque-là. Et c'est là où je dis qu'on est sur un abandon de territoire. Et comment est-ce que l'on réfléchit? Alors, moi, je ne parle jamais en termes de
comment est-ce que l'on peut contrer, ça veut dire aller contre. Moi, c'est comment est-ce que l'on peut faire pour nous. Moi, je ne suis pas contre, je suis pour. Comment est-ce que l'on arrive à... Et ça, c'est une question de compréhension du monde, de mentalité et de compétences, quoi. C'est-à-dire que faisons-nous pour se dire il faut qu'on contrôle notre industrie musicale. Ça ne veut pas dire que l'on est en opposition aux autres, ça veut dire que oui, on va travailler avec vous. Moi, j'ai le souvenir, à une époque, les major companies, pour diffuser du Michael Jackson ou du Céline Dion en Afrique, elles discutaient avec Showbiz à Abidjan pour diffuser leur musique en Afrique parce qu'il y avait tellement de piratage. Aujourd'hui, elles n'ont plus besoin de discuter avec qui que ce soit puisqu'elles sont installées et c'est elles qui prennent le marché. Encore une fois, ça relève d'une réflexion individuelle et collective. Ça relève également des instances publiques. À quel moment les ministères de la culture dans les différents pays se disent « attention, il faut que nous mettions plus de moyens, il faut qu'il y ait de meilleures formations, il faut que nous donnions la possibilité à des acteurs culturels importants d'avoir les moyens de leurs ambitions, parce que s'ils réussissent, c'est l'image du pays qui en est gratifiée. Et là, c'est un problème parce qu'on a le sentiment que la culture, pour les gens, c'est juste de l'amusement. C'est pas l'amusement, la culture. C'est l'identité, encore une fois, je le répète, c'est l'estime de soi. La Jamaïque, aujourd'hui, elle rayonne. Elle a commencé à rayonner par sa musique, par son identité. On se fait une idée de la Jamaïque, pour celles et ceux qui ne sont jamais allés en Jamaïque. On se fait une idée par la culture. Et puis il y a le sport. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on comprenne ça. Et nos peuples ont été suffisamment lacérés dans l'histoire, suffisamment piétinés dans l'histoire, et ce sont nos identités et nos personnes physiques. Moi, je suis descendant d'Africains déportés pour être esclaves. Et donc, on a suffisamment été laminés pour ne pas comprendre qu'il faut, sur la culture et l'identité, il faut mettre en place j'ai envie de dire même des plans Marshall, quoi. Voilà, pour prendre une expression que tout le monde va comprendre. Mais on donne l'impression de n'avoir vraiment pas appris les bonnes leçons. Parce que tout cela, même dans le cinéma, tout le monde dit on n'a pas de héros africains, il faut qu'on raconte nous-mêmes nos histoires. Mais après, c'est toujours de grandes maisons qui viennent de l'extérieur pour nous produire. Et après, ils orientent. Parce que quand ils viennent avec des œillères, ils orientent en fait les productions. Aujourd'hui, peut-être, avec cette jeune génération qui monte et qui développe de nouvelles idées, il peut y avoir espoir. Cependant, n'est-ce pas dangereux? Parce que dans beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui, il y a ce sentiment, ce qu'on appelle ici le sentiment anti-français. Quelle lecture vous avez de cela? De ce sentiment anti-français? Ouais. Je vais essayer d'être concis. Ça ne sera pas facile, mais pour moi, le développement d'un sentiment anti-français révèle quelque chose qui relève de l'infantilisation. Je m'explique. Si aujourd'hui encore, on en est juste à vociférer envers la France, ça veut dire que l'on est encore prisonnier d'un carcan colonial ou néocolonial. C'est-à-dire qu'on dépense notre énergie à vociférer sur l'autre, à vilipender l'autre, alors que la vie d'un être humain est très courte et que nous devons normalement mettre notre énergie à bâtir un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors peut-être parce que je suis à un degré de compréhension et parce que je suis plus vieux que bon nombre de panafricanistes, moi j'ai commencé à militer. J'ai commencé à être conscient des choses, j'avais entre 10 et 12 ans. J'ai commencé à militer, j'avais 16 ans. J'en ai 58 aujourd'hui. Donc, et l'important dans la vie, c'est d'être constant. Et j'en ai vu des panafricanistes arriver et repartir parce que le combat était trop dur. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, certains arrivent à se donner un peu une contenance parce qu'il y a des réseaux sociaux. Donc voilà, on existe. Les gens vous disent, ouais, t'es super, c'est toi qui vas sauver l'Afrique. Donc les gens, ça les galvanise un peu. Voilà, certains y trouvent une existence sociale, même si ils sont sincères, très clairement, dans leur combat. Et moi, comme je dis toujours, je ne critique jamais un panafricaniste parce que la lutte est tellement rude qu'on a besoin que les gens soient solidaires. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui viennent vous critiquer parce que vous faites quelque chose qui ne plaît pas à d'autres. Donc, pour moi, ce sentiment anti-français, s'il est trop entretenu, il nous empêche d'avancer, en réalité. Alors, lorsque je dis ça, parfois certains disent « ouais, mais parce que tu veux défendre la France ». Moi, je n'ai pas envie de défendre la France. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas m'attarder sur le regard que l'autre a sur moi. Ça ne m'intéresse pas ce qu'il pense de moi. Je me suis déjà émancipé de ça.
On a déjà connu la génération de nos parents et de nos grands-parents qui finalement attendaient de voir quel serait le regard du blanc sur eux. Voilà, ça c'est fini ça. Si je ne serai jamais dans le regard de l'autre ce qu'il pense que je suis ou ce qu'il voudrait que je sois, c'est terminé ça. Pour moi c'est terminé. Je fais ce que j'ai à faire. Si lui m'observe, qu'il m'observe, moi je n'ai que faire de lui. Et donc ce sentiment anti-français, c'est juste une étape en réalité vers une émancipation. Mais cette émancipation, elle ne nous amènera à rien, ou alors à une impasse, ou alors à une stagnation, si on n'est pas capable aujourd'hui de se dire voilà ce que l'on va construire. Je vais prendre un exemple très concret. Les constitutions en Afrique aujourd'hui, elles sont calquées sur les anciennes puissances coloniales. Lorsqu'il y a eu le sommet de la Baule en 90 et Mitterrand a dit au chef d'État le multipartisme, eh bien on a mis en place le multipartisme. Ouais. Et avec des mandats pour un président de 7 ans. Ah oui, parce qu'en France c'était 7 ans. Lorsque c'est passé au quinquennat en France, des pays sont passés au quinquennat. Et lorsqu'en France il y a eu la limitation des mandats, ils ont fait la même chose. Sauf qu'on n'est pas au même niveau de développement. Les instances ne sont pas les mêmes, les institutions ne sont pas aussi solides en Afrique qu'elles le sont en Europe et en France en particulier. Donc on a singé une manière de faire de la politique. Et c'est devenu une impasse aujourd'hui en Afrique, entre les troisièmes mandats par-ci et par-là et quoi que ce soit. C'est devenu une impasse. Parce que moi, je crois qu'il faut donner plus de temps à des femmes et à des hommes qui sont au pouvoir pour construire. Ils ont besoin de plus de temps, mais dans le même temps, si donner plus de temps, c'est s'éterniser au pouvoir et ne pas avoir de garde-fous, c'est pour ça qu'il faut repenser notre constitution. Des constitutions qui correspondent à nos identités. La constitution française, elle correspond à l'identité du peuple français. Et nous, on a des constitutions qui finalement ne collent pas. Il faut des constitutions où, par exemple, le garde-fou dont je parle, si jamais on s'aperçoit que celle ou celui qui est au pouvoir, finalement, ne répondent pas aux attentes et ne font pas les choses dans les règles, eh bien, ils peuvent être destitués. Mais tout ça, il faut réfléchir. Notre meilleure matière première, c'est notre cerveau. Donc, c'est pour ça que moi, sur ce sentiment anti-français, sur ce... Je pense qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, sinon, encore une fois, on va stagner. Et moi, je vois bien, c'est très facile de dire ah bah la France dehors. Ah, tout de suite, on fait 100 000 vues lorsqu'on fait ça. On fait 1 million de vues lorsqu'on dit dehors la France. Et il y a des gens qui prospèrent sur ça, mais moi je veux bien. Ça ne me pose pas de problème. Sauf qu'en réalité, ça ne fait pas avancer les choses. Mais aujourd'hui, ça va au-delà en fait de mais il faut qu'on fasse. Mais en revanche, mais dans le même temps, il faut qu'on aille vers quelque chose qui pour briser tous les carcans, quoi. Briser le carcan néocolonial, briser le carcan également de l'imaginaire du Français qui est persuadé, du Français blanc dans la politique ou dans le monde du business, qui est persuadé que l'Afrique attend qu'il vienne le sauver. Et lorsque, par exemple, pour certains pays, les gens disent oui, mais enfin la France, tout ce qu'elle a fait, si on part, ce sera... Et moi, je fais cette réponse que Gandhi a fait à l'avant-dernier gouverneur des Indes à l'époque coloniale. Il dit, mais monsieur Gandhi, lorsque l'Angleterre aura quitté l'Inde, l'Inde sera à feu et à sang. Et Gandhi fait cette réponse extraordinaire. Il dit, mais lorsque vous serez parti, ce ne sera plus votre problème. Et le paternalisme français, qui est souvent inconscient d'ailleurs chez certains, il est encore là. Mais il est aussi dans la tête de bon nombre d'Africains, même des gens qui appartiennent au mouvement panafricaniste. Mais aujourd'hui, ça se brise au plan politique. Parce qu'on a vu la réaction au Mali, on a vu la réaction au Burkina. Quelle lecture vous en faites? Parce qu'eux, ils ne veulent plus de ce paternalisme français-là. Oui. Mais je dis toujours à cela, chaque peuple, chaque dirigeant a le droit de prendre les décisions qu'il souhaite. Alors, on oppose souvent à ça, oui, mais ils se trompent, ils vont avec les Russes, ils font avec ceci. Oui, et alors? Je pourrais refaire la réponse de Gandhi. Qu'importe, on a empêché l'Afrique d'avoir un développement certains pays d'Afrique, on pourrait même dire tous les pays d'Afrique, d'avoir un développement qui lui est propre à un pays, qui est propre aux différentes identités qui composent le pays, puisque les frontières de nos pays sont des frontières artificielles et qu'on a obligé des peuples à vivre ensemble. Donc ok, on va essayer de faire ça. Parce que je pense que personne n'est mûr pour dire on va casser toutes les frontières et on va redessiner les frontières de ce pays-là, des frontières qui vont correspondre au peuple. Mais je pense qu'on n'en est pas capable. Il faut vraiment une capacité à imaginer l'avenir. Et moi, je ne vois aucun chef d'État aujourd'hui capable de penser à ça. Je referme cette parenthèse. Et donc, ils ont le droit de dire qu'ils ne veulent plus.
Ils ont le droit, c'est leur territoire, Mhm. c'est leur choix. Et il faut l'accepter. Mhm. Alors, c'est où on est en réticence. Et donc, on finit par ne plus se séparer de façon cordiale. Ou alors, on se dit, bah ouais, on accepte ça. Parce que la colonisation est un crime contre l'humanité. Mhm. Et tout ce que est la relation aujourd'hui entre la France et les pays d'Afrique, ce sont les résidus de la période coloniale et de la période esclavagiste. Mhm. Parce que lorsqu'on parle, beaucoup de gens ne le savent pas, mais lorsqu'on parle du CFA, il faut savoir que c'est sur l'esclavage qu'a été créée justement cette monnaie-là. Et moi qui suis africain de la Caraïbe, dont mes ancêtres donc, ont été déportés pour être esclaves, nous on avait une monnaie aux Antilles. Et qui était pareil dans le même marigot que le franc CFA. Voilà. Et moi je me souviens enfant avoir vu ces billets, les billets entiers qui étaient en circulation, à l'époque. Donc encore une fois, chaque pays a le droit de décider. Et aujourd'hui, il faut que la France, il faut que les Occidentaux acceptent que l'Afrique se sépare. Sauf qu'il y a des matières premières et que ces matières premières-là, elles permettent à l'Occident eh bien, de produire tout ce qu'elle produit. Parce que nous, on ne produit rien. Parce que l'industrialisation est quasi néant sur le continent. Et beaucoup de gens pensent que ces matières premières-là font la richesse de l'Afrique. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que ces matières premières, elles deviennent des matières premières parce qu'elles sont vendues à d'autres qui en ont trouvé l'utilité. Effectivement. Parce qu'elles sont depuis des millénaires, elles sont dans le sous-sol de l'Afrique. Et l'Afrique ne les a jamais exploitées. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'exploite pas quelque chose qu'on doit venir nous le voler. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien que ce n'est pas les matières premières qui créent la richesse d'un peuple. Mais c'est sa capacité, c'est à la fois son niveau de connaissance, c'est sa capacité à créer de la richesse. La Suisse n'a pas de matières premières. La Corée du Sud n'a pas de matières premières. Et pourtant, voilà ce qu'ils arrivent, voilà ce que sont ces pays-là. Donc c'est pour ça, encore une fois, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Et tous les pays d'Afrique qui ont des matières premières à ne plus savoir qu'en faire, il faut voir la situation dans laquelle ils sont. Du Nigeria au Congo, au Gabon, il faut voir la situation. Elle est catastrophique en réalité. Parce que lorsqu'on compare ces pays pétroliers là avec les Émirats, on se dit il y a un problème. Ouais. Mais le problème, d'où vient-il? Il ne vient pas que de la France. C'est pour ça que je veux pas faut qu'on arrête la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Il faut qu'on arrête. Il vient de notre propre mentalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore capable de s'émanciper suffisamment pour dire je fais moi, je construis pour moi. On parle beaucoup de Poutine aujourd'hui à la faveur des faveurs de la guerre en Ukraine. Je ne suis pas en train de valoriser ce qu'il fait, mais Poutine, c'est un homme qui ne voit qu'une chose, la grandeur de la Russie. J'aimerais bien connaître des chefs d'État qui réellement, je dis bien réellement, ne voient que la grandeur de leur pays à l'échelle internationale. Donc pour vous aujourd'hui, la révolution en Afrique ne serait possible que si on prend en compte nos identités, nos réalités et qu'on conçoit les choses pour nous et par nous. Oui, totalement. Ah mais on n'a pas d'autre solution. Moi par exemple, je plaide, et depuis de nombreuses années, tais-toi, je plaide depuis de nombreuses années pour que l'Afrique, les pays d'Afrique sortent des instances dites internationales. Ce n'est pas une déclaration de guerre à l'endroit de l'Occident, pas du tout. C'est juste qu'on ne peut pas être dans un jeu dans lequel nous sommes toujours perdants. Si vous jouez au Monopoly, vous savez que tous ceux qui sont autour du jeu trichent, et que vous ne trichez pas, à un moment donné, vous dites « Ah ben j'arrête de jouer, vous êtes tous des tricheurs, j'arrête de jouer, c'est fini ». Et nous, on n'est pas capable de ça. On n'est pas capable de se dire l'Afrique avant le FMI, avant la Banque mondiale, avant les Nations Unies, vivait avant la colonisation, avant l'esclavage, avec ses difficultés, mais c'était son développement propre. Elle aurait mis peut-être plus de temps que d'autres. Et encore, moi, je ne suis pas dans la compétition. Moi, je ne pense pas que la civilisation occidentale soit supérieure à la civilisation pygmée, par exemple. Je ne pense pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que la civilisation occidentale a détruit la planète. Elle détruit la planète là où les peuples de la forêt ont toujours préservé leur environnement. Les Occidentaux n'en sont pas capables. C'est ça aussi le niveau de compréhension, de connaissance et de respect de la vie. Pour moi, la civilisation la plus élevée, c'est celle qui respecte la vie. La vie animale, la vie humaine, la vie végétale, c'est ça pour moi une grande civilisation. C'est pas une civilisation qui forcément a construit des avions et qui nous permet de passer d'un... Voilà. Alors aujourd'hui, autant ce sentiment... Je suis désolé, je suis un peu loin, mais... Non. Aujourd'hui, autant ce sentiment anti-français là se fait sentir en Afrique, autant
on va dire, le racisme se fait sentir aussi dans certains pays européens et qu'il y a de plus en plus même de politiciens euh, racistes Hmm. qui gagnent du terrain. Oui. Comment vous vivez cela? Mais en 2027, en France, l'extrême droite sera au pouvoir. Il ne faut pas se faire d'illusions, ça y est, c'est réglé. C'est réglé, voilà un parti qui est parce que la NUPES, c'est une juxtaposition de plein de partis, mais le Rassemblement national, c'est le premier parti d'opposition aujourd'hui en France. Et il se comporte comme si il s'apprêtait à gouverner. Ce ne sont plus les troublions des années 80-90 ou du début des années 2000. C'est terminé ça. Ils s'apprêtent à gouverner et leurs idées ne sont plus combattues, mais elles sont au centre de l'échiquier politique et des débats politiques. Et nous, Français afro, nous sommes exclus de tous ces débats-là. Ils font tout pour nous éliminer du débat. Et je dis souvent, lorsque on me dit oui, mais il faut quitter la France, il faut que tu viennes en Afrique. Alors déjà, je dis, moi je suis pour l'indépendance de la Guadeloupe, mais ça c'est mon truc à moi. Et déjà, j'irai en Guadeloupe, j'irai sur la terre de mes parents et de mes ancêtres, seconds, parce que les premiers, évidemment, c'est l'Afrique. Mais si on ne peut pas demander, il y a des gens qui sont totalement français, ils sont afro, ils sont d'origine sénégalaise, leurs grands-pères sont nés au Sénégal, mais leurs parents sont nés en France, eux sont nés en France, et ils sont français. Et ils disent, moi je peux naviguer entre les deux, ou pas d'ailleurs. Je suis français et personne ne va m'enlever cette nationalité. Et donc nous, aujourd'hui, on nous a invisibilisés, on fait en sorte de nous invisibiliser. Je dis nous, je ne parle pas de moi, parce que moi je fais un métier médiatique, mais je parle des communautés afro, sont invisibilisées en France. Les pires choses se disent sur nous, sans nous, sur les plateaux de télévision. Et aujourd'hui, nous avons à la tête de la France un parti politique et un président de la République qui, je pense, n'a pas vu venir ça. Et contre ça, il ne peut plus rien faire. Je ne suis pas en train de dédouaner le président parce que c'est ça, Emmanuel Macron, c'est sa responsabilité. Mais c'est bien ce qui s'est passé. Il avait une envie de créer un autre lien avec l'Afrique. Mais il fallait aller jusqu'au bout de la création de ce lien-là. Et bon, les gens savent, moi j'ai présenté la plénière du sommet de Montpellier, donc je connais un peu le président. Et je disais qu'il fallait aller jusqu'au bout, il fallait accepter de montrer les accords de décolonisation. Il fallait vraiment dire on ouvre tout, quoi. Le passé, on veut briser toutes les dernières chaînes du passé, il faut les briser. Et là, on se rend compte qu'on fait un pas en avant. Et après, on est rattrapé et on n'ose plus avancer. Et donc, les gens qui vous ont vu faire un pas, c'est comme une promesse que vous faites à quelqu'un. Et après, vous vous arrêtez. Que se passe-t-il? Les gens vous en veulent encore plus que si vous n'aviez rien fait. Parce qu'à ce moment-là, on n'aurait rien attendu de vous. Donc, volontairement, j'aurais pu contredire le propos le sentiment anti-français. Je ne le contredis pas parce que c'est une réalité et dans le même temps, s'il y a ce sentiment-là, c'est parce qu'il y a bon nombre de femmes et d'hommes de la diaspora qui subissent le racisme. Et les vases communicants avec l'Afrique, oui, voilà ce qu'est la France. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire, dans la représentation de la France, la représentation politique, est-ce que vous voyez autant d'afro que cela? Et pourtant, quand vous allez en France, dans les rues des grandes villes, il y a énormément d'afro. Et quand on regarde même le service public français en termes de télévision, lorsque l'on regarde la constitution du gouvernement, on se dit mais où sont les afros? Où sont-ils? Où sont-ils? Donc on voit bien qu'il y a un repli identitaire en France. On parle de Français de souche. Français de souche, ça ne veut rien dire parce que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est d'origine hongroise. Donc, il n'est pas un Français de souche. Français de souche, ça veut dire Français blanc. Donc le racisme, et tout le monde accepte cette terminologie-là, tout le monde accepte que l'on soit insulté quotidiennement. Il y a des chaînes de télévision qui nous insultent tous les jours, je pense à CNews, voilà. Je pense à quelqu'un, Cyril Hanouna, qui a un copain, mais qui a fait monter l'extrême droite. Il a reçu des gens d'extrême droite sur son plateau. Et je voudrais terminer en disant, pourtant en France, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit puni devant les tribunaux.
Aujourd'hui, on voit bien que chacun exprime sa parole raciste et ça ne pose pas de problème. Mhm. Donc l'Europe est en crise identitaire Mhm. parce que c'est une société ou une civilisation décadente Mhm. et qu'elle ne comprend pas ce bouleversement du monde. Mhm. Elle ne comprend pas qu'elle ne pourra plus contrôler le monde. Mhm. La guerre en Ukraine, il y a un peu de ça il y a eu aussi, il y a de ça dans cette guerre en Ukraine. Mhm. C'est une guerre entre le bloc occidental et la Russie. Comme si la guerre froide, finalement, n'était plus froide, mais désormais, elle était totalement chaude. Mhm. Les Chinois observent, l'Afrique, les pays d'Afrique ne savent pas. Ouais. Un coup, ils ont peur d'être trop proches de la Russie, trop proches des de Chinois, et que les Occidentaux leur fassent du mal, ou certains chefs d'État tombent. Enfin voilà, on pourra aller très loin sur la question. Mhm. Mais moi, j'ai un avis très précis, oui, et je pense avoir été clair sur mon positionnement. Mhm. Et si la France ne veut pas tout perdre, et ne veut pas avoir une crise sociale majeure dans son pays avec une frange de sa population qu'elle marginalise, Mhm. la loi sur le séparatisme et le communautarisme, c'est une loi raciste. Mhm. C'est une loi raciste. Parce que les victimes de discrimination en France ne sont ni séparatistes, ni communautaristes. Ils veulent juste vivre comme les autres, mais on les empêche de vivre comme les autres. Mhm. Ils n'ont pas les mêmes chances que les autres, ils n'ont pas les mêmes possibilités que les autres, parce qu'ils n'ont pas la bonne religion, parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'ils n'appartiennent pas au bon milieu social. C'est ça la réalité du truc. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est au bar du Fouquet's ou du Ritz à Paris, il n'y a plus de couleur de peau. Lorsqu'on est riche, après ça va, la couleur de peau ça va. Mhm. Et donc lorsque vous avez des lois comme ça, c'est un problème. Mhm. Pour moi, les seuls séparatistes et communautaristes en France, ce sont les adeptes du grand remplacement. Mhm. Ce sont les conservateurs. Eux sont des racistes et des séparatistes et des communautaristes parce qu'ils voudraient voir la France blanche et judéo-chrétienne. Ouais. Alors, nous allons terminer cette interview avec cette question. Est-ce que vous pensez officiellement vous engager en politique, mettre aujourd'hui un parti en place? Oui. Oui. Oui, très clairement. Et on est en train de travailler dessus. Pour l'instant, j'ai créé des comités de réflexion, on réfléchit avec des gens un petit peu partout en France. On y réfléchit parce qu'en 2027, il faut que notre voix porte. On ne peut plus intégrer les partis politiques traditionnels que l'on connaît et qui... Il y a un fiasco de cela. On l'a fait, on a joué le jeu. Enfin, moi, j'ai jamais appartenu à aucun parti politique parce que très vite, j'ai compris. Mais beaucoup des nôtres ont accepté de jouer ce jeu-là. Et malheureusement, ils ont toujours été minimisés. Ils se sont rendus compte de la limite de l'exercice, toujours, à chaque fois. Et donc, moi, je pense qu'il faut mettre en place un parti politique. Alors, je sais, moi, je m'attends à ce que l'on me dise « Ah, mais votre parti, il y a beaucoup de noirs dans votre parti. C'est un parti communautariste. » Je dis « Non, ce sont des Français. Est-ce que dans vos partis, vous, le PS, où il y a 90% de blancs, dites-vous est-ce que moi je peux me permettre de dire que ce sont des partis communautaristes? Non. Alors pourquoi le mien le serait? La France n'est pas un pays de communauté, c'est un pays de citoyenneté. C'est vrai. Donc là-dessus, je sais qu'on va être attaqué, mais c'est pas grave. On y va? Oui, oui, oui. Mais je ne le fais pas pour moi, pour exister moi, Claudicia. Je le fais parce que je suis à un moment de ma vie où je dois permettre à des jeunes femmes et à des jeunes hommes d'entrer en politique, que je sois moi une locomotive, pour que demain, peut-être un jour, ils puissent occuper de grandes fonctions dans ce pays. Alors, merci beaucoup Claudicia. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour Afrique Culturelle de vous avoir aujourd'hui comme invité et bonne chance dans cette nouvelle entreprise. Merci. Merci.